Je passe immédiatement la parole à Kevin Peshkilikin, qui décidément tient une place majeure dans ce congrès. Je ne sais pas, il monopolise presque tout. Donc il va nous parler des travaux anciens et de la reprise des fouilles et considérations contextuelles à propos de l'habitat fortifié de Tapa, près de Porto Vecchio. Oui, alors cette communication vise tout simplement à présenter les résultats de la mission que j'ai pu réaliser à Tapa. Ça y est. Cet été, donc c'était les 2 premières semaines du mois de juillet. Alors, Tapa est un site qui est situé dans le sud-ouest de la Corse, proximité de Porto Vecchio, qui est un bassin où Roger Grosjean a réalisé beaucoup de fouilles, Tor, Radu, Tapa, Ceccia, Bruschiccia. Donc c'est une région qui lui tenait particulièrement à cœur, notamment dans les années 60. Et donc c'est lui qui a réalisé la première fouille de Tapa entre 1960 et 1962, puis il est revenu entre 1969 et 1971 pour fouiller les abris sous roche qui étaient pris dans les architectures de l'âge du bronze. Donc voilà la localisation du site. Vous avez aussi une vue d'ensemble et le plan réalisé à l'époque par Pironin, l'architecte qui travaillait avec Roger Grosjean, du CNRS. J'ai rajouté sur le plan de Roger Grosjean la terminologie des différents secteurs du site utilisés par lui-même, par Grosjean. Alors, l'objet de notre intervention à Tapa était de remettre un petit peu à plat les données, dans le sens où Roger Grosjean ne nous a pas vraiment laissé de rapport de fouille sur Tapa, bien qu'il y ait travaillé pendant 5 ou 6 ans, et les seules données existantes étant fournies par sa publication dans le BSPF en 1962. Les mobiliers relativement nombreux, découverts à cette occasion, étaient restés inédits depuis le début des années 70. Ils sont conservés au musée de Sartène. Donc l'idée de l'opération, c'était déjà en amont de réaliser l'étude de ces mobiliers, et puis après d'aller sur le site, de voir dans quel état étaient les structures fouillées par Grosjean, voir s'il restait quelque chose, tirer des sections, tirer des plans, proposer un nouveau plan topo du site, une étude sanitaire des architectures en pierre sèche, et puis mettre tout ça dans le même dossier pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en tirer. Alors, quand on est arrivé, donc on a réalisé une petite mission, on va dire d'ordre archéosanitaire, sur la tor à sud du site que vous avez ici. Donc c'est aussi le plan de Grosjean et Pironin. En fait, je ne vous présente pas nos propres plans parce qu'on ne les a pas encore terminés. Donc c'est une tor tout à fait classique, subcirculaire, implantée contre un gros bloc de granit avec une chambre centrale. La petite originalité, c'est que la rampe qui monte à l'étage ici est sur la droite, alors que dans 9 cas sur 10, elle est sur la gauche. Non, dans 90% des cas, elle est à gauche, comme dans les Nouragues. Donc voilà, on a regardé un petit peu comment les architectures se conservaient. On a pu faire quelques observations aussi un petit peu plus spécifiques au niveau de l'organisation. Par exemple ici, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, mais pourtant ça apparaissait pas dans la publication de Grosjean. C'est un système de console pour un sol, pour un plancher construit probablement en bois. Et du coup, ça valide l'hypothèse de cave pour un des 4 diverticules du monument. Ça permet d'expliquer aussi ce que Grosjean appelait puits dans la publication, qui ne sont absolument pas des puits, mais qui sont des caves, tout simplement. Quelques observations aussi sur des réfections anciennes, c'est ce qu'on voit notamment sur la gauche. Donc c'est soit une condamnation, soit un rehaussement du niveau de la niche qui est dans le couloir. Au milieu, vous voyez juste une mise en évidence d'un chaînage d'angle. Et puis sur la droite, un exemple de détérioration due aux poussées verticales dans une des niches, donc un linteau brisé, probablement assez récemment, en tout cas dans ces 50 dernières années.
Alors on a réalisé le même type d'étude sur l'enceinte Est, dont on savait qu'une grande partie avait été reconstruite par Grosjean, notamment ses parties sommitales, un peu sur le même modèle que ce que Pascal a montré pour Fauch. On n'a pas vu que des... Alors ce que vous voyez en jaune sur les photos en haut à gauche et à droite, ce sont les niveaux reposés par Grosjean pour solidifier, on va dire, le sommet de l'enceinte. Et ce qu'on a mis en évidence en rouge et pas colorié, ce sont en fait des successions de murs déjà à l'âge du bronze. Donc dès l'âge du bronze, en fait, on a démonté, remonté, remodifié les murs. Alors au niveau des mobiliers des fouilles anciennes, c'était très intéressant parce que contrairement à la plupart des sites de la région, l'occupation de Tapa se révélait, par rapport au mobilier uniquement, relativement courte, dans le sens où tous les vestiges, notamment céramiques, étaient en gros attribuables au bronze ancien 2. Alors peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, mais dans l'ensemble, on était sur du 18e, 17e siècle. Voilà quelques exemples de poteries caractéristiques des fouilles anciennes. Et donc, je vous disais tout à l'heure, un des autres objectifs, c'était d'investir ce qu'il appelait les cabanes A et B, qu'il disait avoir fouillé jusqu'au niveau d'implantation. Et nous, on voulait juste arriver, faire de l'archéologie non destructive, sortir des plans, sortir des coupes. C'était l'ambition qu'on avait. Pour vous dire, j'avais même pas emmené de mini-grippe sur le chantier. Et en fait, après le nettoyage des pierres qui s'étaient éboulées à l'intérieur, et de la mousse et de l'humus, on s'est aperçu que pas du tout. En fait, il restait une couche archéologique réelle et évidente. Donc on a commencé par vouloir la nettoyer, puis on s'est aperçu que le nettoyage s'est transformé très vite en véritable fouille. On est tombé tout de suite dans la structura que vous voyez derrière moi, qui est un grand bâtiment elliptique à double mur maçonné, parement interne concave. On est tombé tout de suite sur des niveaux de sol avec des foyers associés, ce qui nous a permis de définir la phase la plus ancienne, la plus récente conservée de ce bâtiment. Et puis, en continuant la fouille, on a vraiment trouvé le niveau d'implantation pour le coup, et il est caractérisé par un foyer central qui fait presque 4 mètres carrés. Donc c'est juste gigantesque pour un foyer de l'âge du bronze corse. Il est construit en plein milieu de la structure, dont l'espace interne est d'à peu près 16 mètres carrés. Donc vous voyez qu'il occupe à peu près 25% de l'espace, ce qui est juste énorme et ce qui nous autorise à penser que, au moins durant la première phase, il ne s'agit pas d'une habitation, mais réellement d'un bâtiment fonctionnel, puisque tous les mobiliers qui sont associés à ce sol sont des jarres de stockage, de très grandes jarres de stockage qui font souvent probablement plus de 100 litres, voire plus de 150 litres. Et voici une coupe du monument, une coupe transversale. Alors, on a aussi investi la structure B qui se trouve à 6 mètres vers le nord-ouest, juste, et qui est construite en fait contre et sur l'enceinte nord-ouest. Alors, il s'agit ici, contrairement à l'autre, d'un bâtiment à soubassement orthostatique. On n'est pas sur des architectures maçonnées. Et pareil, en fait, on était censé trouver le substrat tout de suite. En fait, on a trouvé des niveaux d'occupation. Pareil, on a commencé par trouver un foyer au milieu, un tout petit foyer. Et puis, en continuant la fouille, on a trouvé un autre niveau de sol. Et sur ce niveau de sol, on a eu le bonheur, je dirais, de trouver les restes d'un four effondré en place. C'est une sorte de four, alors pas encore déterminé si ce sont vraiment des briques ou plutôt des espèces de planchettes en fait en terre cuite. C'est Alessandro Peinetti et Émilie Léal qui en feront l'étude dans un futur proche. C'est un four de potier. On le sait parce qu'on a pu mettre en évidence, là, très récemment, il y a 15 jours, de grandes quantités de ratés de cuisson qui se présentent dans un état complètement scorifié. Il y a énormément d'objets, par exemple, qui flottent. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont cuit. Je vous ai fait figurer quelques ratés de cuisson donc, sur l'image de droite. Et sur l'image de gauche, ce sont des fragments de briques avec des traces végétales. Alors on a des feuilles, on a des planches, on a de la vannerie, on a plein de trucs. Et on va essayer de faire parler tout ça l'an prochain en post-fouille.
Et voilà donc une ortho du four effondré sur lui-même. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la structure A comme dans la structure B, on aurait donc un premier état fonctionnel, vraiment, avec un bâtiment qui est dédié à des activités de poterie et un autre bâtiment qui est dédié à des activités de stockage et de transformation. D'ailleurs, les ratés de cuisson qu'on a dans la structure B correspondent aux grands vases qu'on a dans la structure A. Et dans un deuxième temps, les deux structures sont transformées en habitations parce qu'on a ensuite des architectures et des organisations tout à fait typiques des habitations de l'âge du bronze de Corse. Et je me demande si cette transformation de la fonction de ces structures n'est pas liée à l'apparition des tores sur le site qui, quand elles sont construites, finissent par drainer les activités fonctionnelles vers elles, en fait, alors que les vieilles structures sont récupérées pour du domestique. Au niveau de la chronologie, donc toute la céramique dans tous les contextes et tous les C14 qui ont fonctionné nous donnent un intervalle entre 1850 et 1650 à peu près. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Donc c'est de la deuxième moitié du bronze ancien. Donc dans le cadre micro-régional, ça nous donne un habitat fortifié relativement précoce par rapport aux données qui sont malheureusement souvent partielles des autres sites. Toujours est-il que la grande tendance, c'est quand même la fortification des habitats comme ça au bronze moyen dans la région de Porto Vecchio, mais comme dans bien d'autres régions. Voilà, je vous remercie. Merci à Kevin pour ces informations et ces découvertes donc, qui viennent compléter la connaissance de cet habitat de Tapa.